La pièce est silencieuse comme seule une longue carrière peut la rendre. Des affiches encadrées, un fouet en cuir enroulé, adouci par l'âge, un fedora cabossé qui a survécu à plus d'hommes que la plupart. Le soleil inonde un bureau où des feuilles d'appel, vieilles et jaunies, sentent encore légèrement la poussière et le café. La main qui se tend vers le bord est ferme, veinée, marquée par des décennies de travail. Il le soulève comme on soulève un souvenir, avec précaution. Dehors, le jour est lumineux. Dedans, c'est un musée des personnages qu'il a incarnés et des prix qu'il a payés. À 83 ans, Harrison Ford se déplace avec une patience mesurée qui a toujours été là si l'on regardait au-delà de son assurance. La cicatrice sur son menton est une histoire. La raideur de son épaule est un chapitre. Les silences, une bibliothèque. Il est le visage de l'aventure, l'homme qui a fait passer la course pour de la réflexion, la star dont les personnages n'abandonnent jamais. Mais la vérité, cette vérité qui vous serre la gorge, est bien plus simple et tellement plus lourde. Plus on avance en âge, plus le fardeau que l'on porte devient lourd. Le chapeau est raccroché à son crochet. Ses yeux s'y attardent un instant. On peut presque entendre la ligne qui a bâti une légende. Sa place est dans un musée. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, comment un charpentier est devenu un mythe, comment le mythe est redevenu un homme, il faut retourner au début. C'est l'histoire de l'ascension de Harrison Ford de l'anonymat à l'archétype, et du coup personnel que le succès a exigé lentement et sans pitié. C'est l'histoire d'un homme qui a survécu aux héros de son époque, qui a dépassé les récits des studios, et a continué de voler même après que le ciel se soit retourné contre lui. Nous retracerons les premières blessures, les longues épreuves, les bilans discrets, et la solitude tardive que la gloire ne peut guérir. Si cette histoire vous touche, aimez pour que d'autres la trouvent. Les légendes sont plus faciles à porter ensemble. Chicago, 1942. La radio grésille de bulletins de guerre. Les carnets de rationnement sont comme des passeports pour une vie plus modeste. Dans un hôpital, le 13 juillet, un fils est né de Dorothy et Christopher Ford. Elle, une ancienne actrice de radio. Lui, un publicitaire qui a autrefois travaillé comme acteur. Le théâtre, en d'autres termes, n'était pas une langue étrangère à table. C'était un dialecte, présent mais non prescriptif. Harrison a grandi dans la banlieue de Chicago, à Park Ridge, où les hivers enseignaient la patience et les étés forgeaient le courage des garçons qui pédalaient plus loin que leur mère ne l'aurait souhaité. Ce n'était pas un prodige, pas comme les magazines aiment l'écrire. C'était un garçon qui ne s'intégrait pas, un enfant qui se sentait un demi-pas derrière la blague et un pas devant les ennuis. Au lycée Maine East, il a trouvé une petite scène et un sentiment plus grand. Quand les lumières s'allumaient, il se sentait à sa place. Mais les applaudissements ne lui disaient pas qui il était, ils lui disaient juste ce qu'il pouvait devenir. L'université de Ripon, dans le Wisconsin, était censée le transformer en quelqu'un de raisonnable. Il suivait le plan de 5 ans, non par ambition, mais par confusion. Il a essayé la philosophie, il a essayé l'anglais. Il essayait de suivre des règles qui semblaient conçues pour l'esprit des autres. Puis, en dernière année, il s'est inscrit à un cours de théâtre parce que c'était facile. Facile, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Car la première fois qu'il sentit une scène prendre forme, il réalisa que l'aisance et la vérité pouvaient être cousines. Il se tint un peu plus droit. Il vit une porte. Mais les portes ne s'ouvrent jamais sans un certain coup. Après avoir obtenu son diplôme au début des années 60, il a épousé Mary Marquardt en 1964, a signé un contrat avec Columbia puis Universal, et a appris ce que signifie être présenté à l'Amérique comme un visage qu'on oublie, des petits rôles, un cow-boy avec 3 répliques, un groom qui ne reçoit pas de pourboire. Le système des studios, même dans ses années de déclin, enseignait toujours la même leçon. Fais ce qu'on te dit, sois reconnaissant, attends ton tour. Et si ton tour ne venait jamais? Et si la caméra aimait ta silhouette mais pas ton nom? Et si tu étais trop quelque chose, trop sarcastique, trop discret, trop brut pour vendre du popcorn? Une micro-scène en dit plus qu'un CV. Il est dans un appartement d'une chambre à Los Angeles. Le réfrigérateur bourdonne, vide, d'un bruit qui lui est propre. Il regarde l'avis de loyer. Il regarde les photos de bébés sur la commode. Il prend une scie circulaire. Pas un scénario. L'homme qui incarnera Han Solo et Indiana Jones devient d'abord charpentier. Ce n'est pas pour la gloire, ni pour le glamour, mais pour les provisions. Il découpe le chêne. Il ponce les angles. Il apprend à mesurer 2 fois et à couper une seule fois, car la vraie vie ne permet pas de deuxième chance. Mais l'atelier de menuiserie lui apporte ce que les coulisses n'ont jamais fait. Il lui donne le respect des résultats. Une porte est de travers ou elle ne l'est pas. Un meuble s'ajuste ou pas. Et la rumeur, assez fondée pour compter, court que ce menuisier est fiable, discret et intelligent. Il construit pour des gens qui racontent des histoires pour vivre. Il répare une porte et la porte s'ouvre sur une pièce où le futur est assis, en tailleur sur le sol, juste
Sa première blessure n'était pas la pauvreté, mais l'invisibilité. C'était un travailleur dont le travail était excellent et inaperçu. Si vous avez déjà senti votre don arriver et n'avez nulle part où le placer, vous connaissez cette douleur. Il a gardé cette douleur. Il a gardé la sueur dans ses cheveux. Il a continué. Malgré tout, le monde continuait de tourner. En 1973, un film intitulé American Graffiti allait épingler une forme bien particulière de nostalgie américaine à l'écran, tel un papillon sous verre. Il croiserait aussi le chemin d'un jeune charpentier avec celui d'un réalisateur nommé George Lucas. Un petit rôle, certes, mais un rôle qui ne passait pas inaperçu. Et surtout, une nuit où l'air sentait l'essence et toutes les possibilités. Il était à l'écran d'une manière qui laissait penser qu'il pourrait y rester. Pourtant, sous cette lueur d'espoir, la vie demeurait têtue. Des enfants à nourrir, un mariage sous pression d'une profession qui dévorait le temps et ne rapportait que de l'incertitude. Les portes du studio étaient entr'ouvertes. Le compte en banque était à moitié vide. L'homme qui piloterait plus tard le Faucon Millenium faisait du covoiturage dans les embouteillages de Los Angeles, en retard pour une audition qu'il n'obtiendrait pas. Ce n'est pas une tragédie, c'est juste un mardi. Mais c'est le mardi que le caractère se forge. Il a continué à construire. Il ne cessait de prendre de petits rôles. Il ne cessait de porter la blessure comme un moteur secret. La salle d'audition, par une chaude journée de 1976, fait partie de la légende d'Hollywood, car on dirait le destin déguisé en coïncidence. Luca et Brian De Palma auditionnent de jeunes acteurs pour Star Wars et Carrie. Ford a été engagé pour donner la réplique au candidat, stable, discret, un métronome humain pour le rythme des autres. Et puis ça arrive. Luca perçoit une attitude dans la réplique, une intonation un peu tordue qui révèle que ce personnage a vécu des choses et a choisi le sarcasme comme armure. Harrison lit Han Solo, et la pièce entend le déclic d'une serrure culturelle qui trouve sa clé. Star Wars sort en mai 1977 et entre dans l'histoire. Pas instantané, pas automatique, mais inexorable. Des files d'attente autour des pâtés de maison, des jouets dans les salons, un nouveau mythe tissé dans l'imaginaire collectif. Le personnage de Ford est le rebelle qui embrasse la cause, le solitaire qui apprend à rester. Il est drôle sans le vouloir, courageux sans affectation, romantique sans thérapie. Les recettes explosent, des centaines de millions, au pays et dans le monde, en dollars des années 70. Et avec elles, l'appétit de la machine. Le studio en veut plus, le public en veut plus. Le garçon qui construisait des armoires voit son nom sur des boîtes à lunch. Mais le grand livre des victoires a une colonne de coups. La célébrité confère le rôle, elle érode la personne. L'intimité s'amenuise. Les étrangers supposent qu'ils connaissent votre âme, parce qu'ils ont retenu votre allure. Des scénarios arrivent qui veulent le sourire, mais pas la profondeur. Le pistolet, mais pas le doute. Le cantonnement est sa propre prison dorée. En théorie, on peut partir n'importe quand. En pratique, le loyer est plus élevé maintenant pour la maison, pour votre psyché, pour votre cœur. Il riposte de la seule manière logique, en choisissant d'autres facettes. Blade Runner, en 1982, avec Ridley Scott, un futur qui semble avoir la migraine, un détective qui ne sait pas s'il est humain. Découvrez Témoin en 1985, de Peter Weir, où un flic urbain se cache en pays amish, un homme qui apprend que le silence est aussi un langage. Ce rôle lui vaut une nomination aux Oscars du meilleur acteur lors de la cérémonie de 1986. Un élément important car cela prouve que l'industrie le perçoit bien au-delà de son blaster et de son fouet. Il enchaîne avec Mosquito Coast en 1986, un portrait audacieux de l'obsession. Working Girl en 1988, où il soutient avec ironie l'ascension d'une femme. Présumé innocent en 1990, où la culpabilité et le deuil s'affrontent. La montée n'est pas seulement plus haute, elle est aussi plus intéressante. Et puis, il y a 1981, l'année où les aventuriers de l'Arche perdue débarquent, tel un feuilleton redécouvert, crépitant d'un élan à l'ancienne. Indiana Jones, c'est à la fois la cervelle et les coups, un érudit qui saigne. C'est un archétype instantané, car il vous permet d'être intelligent sans être faible. Le fedora est iconique. La veste, telle une seconde peau. Le fouet, un signe de ponctuation. Les suites ne se font pas attendre. Le Temple maudit en 1984, la dernière croisade en 1989. Et les chiffres du box-office deviennent quelque chose qui vous fixe depuis le papier, comme un défi à surpasser. Mais ensuite, le corps en ressent le coup. Pendant le Temple maudit, il se blesse gravement au dos au point d'être opéré. Les cascades qu'il insiste à faire laissent le genre de contusions qui font réfléchir. Alors qu'il guérisse, est-ce que ça en valait la peine ? Il continue toujours. Voilà le mythe, voilà l'homme. Les années 90 le couronnent roi incontesté des thrillers pour adultes. Jeux de guerre en 1992 et Danger immédiat en 1994.
Et un nom connu, mesurable par les tableurs. Le Fugitif, 93, est une des poursuites marquantes de la décennie, et si Tommy Lee Jones remporte l'Oscar du meilleur second rôle, Ford est le moteur moral du film, un médecin qui refuse de céder son histoire à un mensonge. Air Force One, en 1997, réinvente la détermination présidentielle à 30 000 pieds et offre à la culture une réplique qu'elle cite encore à voix basse. « Dégagez de mon avion ». Pourtant, sous cet élan, des contradictions bourdonnent. Il est publiquement modeste et privément exigeant. Il n'aime pas la célébrité, mais accepte le compromis qu'implique l'artisanat à grande échelle. Il veut disparaître dans son personnage, mais la planète reconnaît sa démarche. Il peut demander le contrôle. Il ne peut pas exiger l'absolution des coups humains. Le mariage subit des tensions et se termine. Il épouse la scénariste Mélissa Matisson en 1983 et leur collaboration et leur compagnie deviennent un lest. Mais la vie est lourde. Les journées sont longues et pesantes. Les attentes sont bien plus écrasantes. En 2004, après de longues années de tension, le mariage finit par s'achever. Pourtant, le respect, lui, demeure intact. Il en va de même pour les changements qu'un divorce impose à n'importe quelle famille. Mais ensuite, il y a le ciel. Il est pilote breveté depuis des années sur avions et hélicoptères. Le genre de pilote qui accumule les heures non pas pour le frisson, mais pour la sérénité. Pour lui, voler n'est pas une fête, c'est de l'ordre. Pas pour la gloire, pas pour les ragots, mais pour la tranquillité. Il est bénévole pour la recherche et le sauvetage. Il vient en aide aux randonneurs en difficulté. Il connaît la liste de contrôle et la froide logique de l'altitude et de la vitesse. En 1999, lors d'un vol d'entraînement près de Santa Clarita, son hélicoptère s'écrase. Il survit, secoué mais intact, et accepte la leçon que le ciel donne à chaque pilote. Le respect n'est pas une option. Il continue de voler. Il continue d'agir. Il continue d'être la contradiction. Le risque sans imprudence. Le courage sans ostentation. Les années 2000 et 2010 apportent retour et règlement de compte. Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal, sorti en 2008, est une réunion qui ravit certains et en frustre d'autres. L'appétit de la nostalgie est toujours plus vorace que le plat servi. Puis, le réveil de la force, en 2015, le ramène à Han Solo, plus âgé, plus fatigué, tentant toujours d'échapper à une histoire qui ne s'intéresse pas aux lignes d'arrivée. Les chiffres du premier week-end battent des records. Pendant un bref instant culturel, la vieille musique résonne comme si elle était nouvelle. Et puis l'histoire prend un tournant brutal. Fictif, oui, mais ressenti. Anne meurt et une génération expire sous le choc. C'est un choix narratif qui scelle un mythe. C'est aussi une répétition publique pour des adieux privés. Mais alors, la machine riposte de la manière la plus littérale. En 2014, sur un plateau de tournage au Pinewood Studio, une porte hydraulique du Faucon Millennium tombe en panne et lui écrase la jambe gauche. Il a alors 71 ans. Les os se brisent, comme le temps, d'un coup, de façon irréversible. Il est téléporté, réparé, rééduqué. Il revient. En mars 2015, alors qu'il pilotait un avion d'entraînement de la Deuxième Guerre mondiale, un Ryan PT-22, il subit une panne moteur et atterrit en catastrophe sur un terrain de golf de Santa Monica. Les images sont brutales. Un avion sur le ventre, un pilote ensanglanté mais vivant, le ciel lui rappelant que même l'expérience est soumise à la physique. Il guérit à nouveau. Il continue de voler. Pourtant, les limites s'accentuent. Avec les années, les incidents de piste et les quasi-collisions font les gros titres. En 2021, pendant le tournage d'Indiana Jones et le cadran de la destinée, il se blesse à l'épaule lors d'une répétition. Un autre rappelle que le corps envoie désormais comme mémo et manifeste. La facture de toutes ces décennies est due. Derrière les points de données, 1977, 1981, 1985, 1993, 2015, se cache une arithmétique plus délicate. L'âge, l'espérance et la mortalité. Des amis et des collègues disparaissent. Carrie Fisher, lumineuse et féroce, meurt en décembre 2016. Peter Mayhew, le gentil géant derrière Chewbacca en 2019. Shane Connery, qui a incarné Henry Jones Sr. en 2020. Chaque perte est une douleur privée avec un écho public. Chaque commémoration aide une génération à comprendre le paradoxe de survivre à sa propre histoire. Plus on vit longtemps, plus on compte de chaises vides. On peut déceler de nombreuses fractures dans une vie aussi longue. Mais un jour de mars 2015 clarifie les enjeux avec la cruauté nette d'une radiographie. Un moteur, tous. Un pilote déclare une urgence. Il n'y a pas de piste d'atterrissage. Il n'y a qu'un champ d'herbe tondue.
1000 calculs faits avec la mémoire musculaire et la prière. L'avion percute, le monde bascule, le temps se fracture en un avant et un après. Un homme réputé pour s'éloigner sans broncher des explosions à l'écran a soudainement besoin d'inconnus pour le dégager en silence, car la peur rend toute conversation vulgaire et déplacée. Il est transporté dans une ambulance, non plus comme un acteur, mais comme un père, un mari, un ami, un simple homme, qui comprend subitement à quel point le oui et le non se côtoient de si près, dans la même et unique seconde. Les rapports mettent l'accent sur le miracle, tandis que lui se focalise sur la marge. Il étudie la cause, il accepte l'échec, il refuse la séduction de dramatiser ce qu'un pilote expérimenté sait déjà. Personne ne gagne un atterrissage forcé. On perd simplement moins que ce qu'on aurait pu. La fracture n'est pas seulement physique, elle est philosophique. Les risques qu'il faisait paraître faciles ne l'ont jamais été. Le corps ne se négocie pas. Le temps ne s'arrêtera pas simplement parce que le troisième acte n'est pas terminé. Et ainsi, dans les années qui suivent, il se calibre. Il reprend le travail plus lentement, plus délibérément, moins intéressé à prouver et plus intéressé à bien finir. Si la tragédie signifie le chant de la chèvre, les anciens Grecs chuchotent que gloire et sacrifice dansent ensemble. Alors, c'est la ligne qui sépare l'audace juvénile de la sagesse des aînés. La nuit noire dans son monde n'est pas un spectacle, c'est une répétition, des exercices de rééducation à l'aube qui ressemblent à une prière, une épaule qui se réchauffe à contre-cœur, une démarche qui consulte la douleur avant de décider. Que faites-vous quand les rôles que vous avez créés sont assez jeunes pour vous dépasser ? Comment revenir sur la scène de votre propre légende quand votre corps vous envoie des notes de bas de page sur la gravité ? Fait ce qu'il a toujours fait. Il va travailler. Certains matins, c'est des répliques et des repères. D'autres fois, il doit rester assez immobile pour écouter un metteur en scène, 2 fois plus jeune, qui a grandi avec ses affiches. La tragédie n'est pas l'humiliation, c'est la distance. La distance entre ce que l'on peut imaginer et ce que l'on peut exécuter. L'écart entre le rugissement de 1981 et le silence de 2023. La distance entre vos amis à la soirée de fin de tournage et ceux qui manquent sur la photo de groupe. Il vit avec la discipline d'un pilote, des listes de contrôle pour l'ordinaire. S'hydrater, s'étirer, lire, se reposer. Il cuisine. Il répare les choses comme un charpentier le fera toujours, tranquillement, avec une satisfaction mesurée en surface plane et en coin précis. Il passe du temps avec Calista Flockhart, la femme qu'il a épousée en 2010, après des années de partenariat qui a fait ses preuves au fil des saisons. Pas des gros titres. C'est un père qui connaît l'étrange arithmétique de l'amour. Plus on donne, plus il en reste. Mais la solitude connaît sa propre saison à cet âge. La célébrité est une foule qui s'éclaircit après la première. Le téléphone sonne moins, ou il sonne avec des idées qui font écho aux travaux précédents. N'est-ce pas la cruauté sournoise de la longévité ? Le monde vous remercie en vous demandant de vous répéter. Question rhétorique. Qu'est-ce qui empêche un homme de devenir un musée de son propre passé ? Le savoir-faire, la curiosité, l'émerveillement tenace. Et pourtant, les pertes arrivent comme des fronts météorologiques que l'on apprend à nommer à l'odeur. Les funérailles d'un collègue, un message qui commence par « Je pensais que tu devais savoir », un souvenir qui ouvre une porte et révèle une chaise vide. Il se présente aux hommages et parle avec cette tendresse mesurée et pragmatique d'un homme qui ne se fie pas au discours mais à la gratitude. Il ne pleure pas dans les microphones. Il laisse ses silences faire le deuil. L'argent, il l'a gagné, en a perdu, en a beaucoup donné. Il a défendu la cause de la conservation pendant des décennies, œuvrant avec Conservation Internationale et consacrant son nom et son temps à des forêts et des rivières qui n'achètent pas de places de cinéma, mais fournissent de l'oxygène vital pour vos enfants. Non pas pour les gros titres, non pas pour la politique, mais bien pour la planète. Ce travail est humble, patient et absolument nécessaire. La tragédie, c'est qu'il est également sisyphéen. Pour chaque acre sauvé, une nouvelle menace se racle la gorge. Et dans le silence, l'autre contradiction revient. C'est un homme discret dont les moments les plus intimes ont parfois été des accidents publics. Quand vous entendez mal une instruction de piste et franchissez une ligne peinte sur le béton, le cycle de l'actualité traite votre journée comme une parabole. Était-il imprudent ? A-t-il eu de la chance ? Était-ce la fin pour lui ? Il ne répondra pas parce qu'il ne le peut pas. Le pilote en lui connaît la vérité. Il y a des vols dont on garde un souvenir joyeux et d'autres dont on se souvient pour le soulagement. Il les a tous deux répertoriés et il porte ce catalogue comme il porte cette cicatrice, sans aucune excuse. Mais les douleurs sont cumulatives. Le rôle d'Indiana Jones exige un sprint que la vie a converti en marche rapide. Le rôle de Han Solo est une lettre d'adieu intégrée à un blockbuster.
Deckard, dans Blade Runner 2049, est comme un fantôme agenouillé devant son propre mythe. Il donne tout ce qu'il possède, puis il retourne chez lui. Et c'est chez soi que le silence pose les questions que la presse ne peut pas poser. Qui suis-je sans le chapeau ? Qui suis-je quand la caméra s'arrête? Qui suis-je quand la dernière scène se termine et que l'équipe applaudit et que les producteurs me serrent la main et que je repars sous un ciel qui se souvient de chaque kilomètre parcouru? Quelque chose d'inattendu se produit quand on continue de se présenter bien après le moment où tout le monde pensait qu'on prendrait sa retraite. Le travail se simplifie et s'approfondit. À 80 ans passés, Harrison Ford endosse des rôles qui ne demandent pas tant de courir que de faire le point. Un thérapeute vieillissant qui ne peut pas se réparer aussi facilement qu'il aide les autres. Un patriarche de l'Ouest apprenant que l'autorité n'est pas la même chose que l'amour. Il revient à Indy pour Le Cadran de la Destinée en 2023, laissant les marques du temps apparaître clairement sur son visage, laissant la caméra en constater les ravages. Les critiques débattent comme les critiques le feront toujours. Le public se dispute comme les familles se disputent à Thanksgiving, à propos de ce qui aurait dû être fait avec la maison. Mais quelque chose de tendre et d'inviolable est sur cet écran. Un homme qui boucle la boucle. Non pour les chiffres, non pour le bruit, mais pour le récit. Il reçoit des hommages qui sont comme des drapeaux repliés. Cannes en 2023 salue à la fois le mythe et l'homme. Les salles de l'industrie sont debout, non pas par nostalgie, mais par gratitude. Il accepte avec le malaise de celui qui sait que la cérémonie ne peut pas égaler les heures qui l'ont rendu possible. Il remercie les équipes, les réalisateurs, les scénaristes. Il remercie la chance. Il remercie le public sans en faire un culte. C'est le ton d'un homme qui a appris la différence entre la louange et le sens. Le sens de sa vie, à un âge avancé, dans son cas, est bâti sur 3 piliers. Le savoir-faire, le soin des autres et le courage. Le savoir-faire d'abord. Il n'a jamais insisté sur les feux d'artifice quand une simple veilleuse suffisait. En écoutant ses interprétations au fil des décennies, on perçoit le rythme d'un batteur de jazz et l'économie d'un charpentier. Il vous laisse l'espace de ressentir. Il ne gomme pas ses aspérités. Il l'aligne. Il y a une scène dans Witness où il apprend à rester immobile. Il y a une scène dans Le Fugitif où il apprend à se faire entendre sans crier. Il y a une scène dans Blade Runner 2049 où il apprend que la mémoire peut être généreuse même si elle n'est pas précise. C'est un travail minutieux et tardif. Ce ne sont pas des astuces, mais des textures, la gestion et l'entretien ensuite. Il cultive la terre où il vit. Il se dirige vers le danger quand il a des coordonnées. Il offre une tribune à la conservation avec l'urgence d'un homme qui a vu des paysages de 1000 pieds et sait que leur fragilité n'est pas théorique. Pas pour les applaudissements, pas pour les récompenses, mais pour respirer. Le courage, enfin, pas celui du cascadeur, même s'il l'a aussi, mais celui de l'aîné. Le courage de se montrer à 80 ans et de laisser le monde vous voir tel que vous êtes. Le courage de dire adieu à un personnage que la planète croit invulnérable. Le courage de s'excuser quand on s'est trompé et d'apprendre quand il le faut. Le courage de voler à nouveau quand la peur murmure qu'un seul atterrissage était déjà une grâce. Pourtant, au-delà du sens, les contours de la tragédie s'affinent, car pour un homme qui a défini le mouvement, ralentir lui semble un exil. Pour un homme qui a bâti des mythes, voir ces mythes survivre à leur créateur est une étrange miséricorde. Pour un homme qui volait sans cesse, entendre le monde douter de son droit est une question qui, bien que pleine d'amour, sème le doute. Que reste-t-il? La famille autour d'une table où la conversation est à l'abri des gros titres. Un mariage qui a duré assez longtemps pour avoir des blagues internes sur le temps lui-même. Des enfants adultes qui ont leur propre vie, et non sa filmographie. Des amitiés distillées par l'attrition en quelque chose de plus proche de la parenté. Un chapeau sur un crochet. Un fouet enroulé comme un point d'interrogation qui n'a pas besoin de réponse. Il est bien vivant. Il travaille quand bon lui semble et se repose quand il le doit. Son âge n'est pas un secret. C'est un accomplissement. Il aime toujours l'odeur de l'essence aviation et des vieux livres de poche. Il déteste toujours la publicité plus que la gravité. Il pèse encore ses mots comme un pilote mesure son carburant. Assez pour arriver à bon port, rien à gaspiller, et parfois, il regarde une piste vide au crépuscule, ce genre de lumière qui transforme l'aluminium en os, et il comprend que la tragédie pour lui n'est pas un scandale ou un effondrement. C'est la lente arithmétique de l'endurance. On survit assez longtemps pour porter plus de noms, plus de douleurs, plus d'échos. Vous gagnez le droit de dire « j'étais là », donc, et le devoir d'ajouter « et je me souviens de qui n'y était pas ». Pourtant, dans cette arithmétique, il y a de la dignité. Pourtant, il y a une lumière que le soir possède et que midi ne peut toucher. Pourtant, il y a...
Certaines légendes ne s'éteignent jamais. Elles continuent de marcher, plus lentement, plus fidèlement, vers un horizon qui, lui, connaît leur nom. Nous retrouvons le chapeau sur le crochet, la pièce est la même, l'homme, lui, n'est plus le même. À l'extérieur, le monde résonne de récits plus récents, de héros plus tapageurs, de poursuites plus effrénées. À l'intérieur, un bilan discret témoigne d'une carrière qui ose défier ses propres gros titres. À 83 ans, Harrison Ford demeure la légende la plus profondément humaine, marquée par le risque, trempée par la perte et maintenue non par la perfection, mais par la pure persévérance. La tragédie, ce n'est pas qu'il ait vieilli, non. La tragédie, c'est ce que l'âge lui impose d'abandonner. Ses amis, la vitesse, cette douce illusion d'invincibilité. La grâce, c'est ce qu'il conserve, son intégrité, son savoir-faire, et ce regard profond qui peut encore faire résonner une simple phrase comme un choix délibéré. Si cela vous a profondément ému, aimez et partagez pour que d'autres puissent également s'y attarder. Et dites-moi en toute honnêteté, quel moment de son parcours vous a le plus bouleversé et pourquoi ? Certaines histoires courent vite, celles-ci perdurent. Et l'endurance, si l'on écoute attentivement, ressemble au geste d'un homme qui raccroche son chapeau, éteint la lumière et s'enfonce dans le soir avec une force telle qui n'a pas besoin d'être vue pour être réelle.